Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Gaëlle Arenson, la rédactrice en chef d'Africa Business Plus du Jeune Afrique Media Group. Je travaillais auparavant chez un concurrent dont je ne citerai pas le nom et j'ai longuement couvert pendant plusieurs années le secteur minier. Donc c'est un secteur pour lequel j'ai une affection particulière. Bienvenue dans ce panel. Donc on va traiter des métaux verts de la transition énergétique. Quelles opportunités pour le continent? Donc c'est vrai qu'on parle du graphite, du lithium évidemment, du cobalt, du cuivre, de la bauxite et j'en oublie. Ces métaux servent à fabriquer les batteries de véhicules électriques, les panneaux solaires, les éoliennes. Leurs prix ont fortement augmenté ces 18 derniers mois et l'Afrique en est richement dotée. Alors, comment est-ce que le continent peut saisir ces formidables opportunités liées à cette fameuse quatrième révolution industrielle? Comment est-ce que l'Afrique peut s'inscrire dans ce mouvement sans évidemment tomber, j'allais dire, dans les obstacles trop bien connus du secteur qui sont la mauvaise gouvernance, les problèmes de traçabilité, les problèmes de chaîne de valeur? Comment effectivement faire en sorte, s'assurer que les communautés locales, les populations locales bénéficient de ces revenus, touchent les bénéfices de cette extraction, de l'exploitation de leur sol et de leur sous-sol? Et ça sera bien sûr l'occasion de parler de l'intégration de la chaîne de valeur, de l'industrialisation du continent. Alors avec nous aujourd'hui, j'appelle tout de suite Christian Mion, qui est notre expert mine, qui est senior partner chez EY Consulting. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Qui s'occupe donc qui est en charge des mines et de l'énergie pour l'Afrique, le Proche-Orient et l'Europe, et qui va nous livrer une présentation de 6 minutes sur les enjeux du secteur et de la transition énergétique. Je vais aussi tout de suite appeler nos 5 panélistes. Tout d'abord, l'honorable ministre des Terres et des Ressources minérales, the Honorable Minister of Lands and Mineral Resources of Ghana, Samuel Jinapor. If you can please come on stage, if you can give a round of applause for the minister. He's given us the immense honor of joining us on this panel at the very last minute, so we are very, very grateful for the minister's presence today. And également avec nous aujourd'hui, Madame Nawal Ziné, s'il vous plaît, Madame, si vous pouvez venir nous rejoindre sur la scène. Nawal Ziné est la directrice générale de Reminex. Reminex, c'est l'entité spécialisée dans la recherche et le développement et l'ingénierie de Managem. Managem qui est un groupe marocain minier diversifié que vous connaissez, j'imagine. Également avec nous aujourd'hui, Souleymane Traoré, le directeur général de la CBG, la compagnie des bauxites de Guinée, donc Guinée-Conakry évidemment. Also with us today, Mr. Streeton, in charge of strategic development at Eramet. So welcome to Mr. Streeton as well. Mr. Streeton has taken his functions recently, and we are very grateful for him also to take up the challenge and joining us today. Et enfin, Monsieur Philippe Bourdeau, vice-président exécutif en charge du Proche-Orient et de l'Afrique chez Veolia. Eh bien, sans plus attendre, je donne la parole à Monsieur Mion pour sa présentation. Bonjour à toutes et à tous en vos grades et qualités respectifs. Comme la slide 1, s'il vous plaît. Comme l'a bien souligné Gaëlle, nous sommes dans une nouvelle révolution à cause de ce concept de Going Green. Et les conséquences vont probablement être structurelles et non pas conjoncturelles pour les 20 prochaines années. Très synthétiquement, aujourd'hui, la demande explose et cette demande a un effet à la fois sur les volumes et à la fois un effet sur les prix.
Next slide, s'il vous plaît. Par rapport à cette demande, aujourd'hui, l'offre ne suffit pas. Et comme vous le voyez, et c'est illustré par plusieurs pavés, la mise en projet ou la mise en route de projets nouveaux va être coûteuse en termes de CAPEX, va être coûteuse en termes de difficultés de mise en opération, ramp-up, compagnie, va être coûteuse en termes de logistique verte, puisqu'on est en train de passer à une supply chain normale, classique, à une supply chain verte, sachant que les opérations deviennent de plus en plus complexes dans des géographies de plus en plus exotiques, difficiles, je dirais, et donc que le côté supply chain va encore être plus compliqué. Si vous regardez par exemple à ce qui se passe en Guinée aujourd'hui sur le Simandou, cette fameuse opération de fer, elle est à 800 km de Conakry. Et avant que le chemin de fer et les ports ne soient bâtis, il faudra quand même démarrer les opérations. Donc il y aura des vrais problèmes de chaîne logistique avec des camions. Et les camions, ce n'est pas ce qu'on appelle vraiment vert. Donc on a également un Global Framework Regulatory qui est en train de se complexifier. On a ce qu'on appelait avant le Social License to Operate, qui, dans le radar risque de EY, sort depuis 3 ans comme le premier risque majeur, avec local communities, etc. Petite parenthèse, ce fameux Social License to Operate va maintenant s'appeler Social Value Creation. On est en train de retravailler le contexte pour l'amender, vu les progrès énormes qui ont été faits sur ces problématiques-là. De la même façon, ce qui était les communautés locales, on va avoir un nouveau concept qui va s'appeler Just Transition for Communities. C'est en train de se mettre en place, ce n'est pas encore public, ce n'est pas encore totalement vulgarisé dans la presse, mais c'est le shift qui est en train de se faire. Slide suivante, s'il vous plaît. À côté de ça, vous avez des challenges globaux qui sont prégnants. Vous avez vu l'intention probable du Chili de renationaliser tous les projets lithium. Vous avez le cadre réglementaire international sur la transparence des opérations financières qui a complexifié les opérations dans des pays difficiles. On a quelques cas d'école qui viennent, d'avoir pignon sur rue récemment sur l'Afrique en particulier. On a l'application des Ruggies Principles, donc qui sont les atteintes aux droits humains, qui également vont se développer. Le dernier point sur lequel je pense qu'il faut un petit focus particulier, c'est également la transparence fiscale, puisqu'on va arriver maintenant avec Pilar 2, et Pilar 2 va mettre un gros focus sur chacune des opérations dans chaque pays, avec une obligation de transparence. Vous êtes déjà confrontés aujourd'hui aux notions de transfer pricing, mais ça va être pire encore demain. Donc voilà un petit peu, je dirais, le cadre dans lequel nous opérons aujourd'hui. Next slide, s'il vous plaît. Par contre, je vais en venir à la question principale que Gaël a évoquée, l'Afrique au milieu de tout ça. Je suis intimement convaincu, puisque j'y ai passé à peu près 30 ans sur le continent et je continue de diriger de grosses opérations sur le continent africain, notamment avec notre ami le directeur général de la CBG, puisque nous sommes auditeurs de la CBG. Nous travaillons sur le Simandou également, ainsi que dans d'autres pays africains. Nous sommes constamment sur le terrain. Sur les 5 points clés pour moi, qui vont venir en dessous du paradigme suivant, l'Afrique est le continent de demain pour le Going Green. Et je vais m'expliquer. Donc, si vous devez investir demain, il n'y a pas d'autre continent à visiter. Vous visitez en priorité et en premier le continent africain. C'est là que ça va se passer et c'est là que ça va évoluer, pour des tas de raisons différentes. Les bémols à ça,
l'image de l'Afrique qui reste un peu controversée. Et quand vous avez une aversion au risque des investisseurs, les FDI ne suivent pas. Même problématique, je rappelle qu'il y a 54 pays et que ces 54 pays sont en compétition les uns avec les autres. Donc les pays doivent réfléchir, et j'y reviendrai plus tard, sur la régulation qu'ils mettent en place. Enfin, au niveau géopolitique, aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué, il y a deux acteurs. Il y a la Chine, d'un côté, et il y a les États-Unis qui se réveillent. On revoit un regain d'intérêt des États-Unis à cause justement de ce côté stratégique des minéraux. Les Américains reviennent en force. Ce qui explique un certain nombre de choses aussi qui se passent dans un certain nombre de pays africains riches en minéraux du going green, comme les a souligné tout à l'heure Gaël, les Magic Six. L'avantage de l'Afrique, c'est qu'elle est habituée au leapfrog et qu'elle a une jeunesse énorme et un potentiel intellectuel qui ne demande qu'à se développer. Certains pays, comme la Côte d'Ivoire, ont déjà une main-d'œuvre absolument qualifiée très hautement. D'autres pays doivent encore développer ces éléments-là. Le point clé, c'est quelles seront les régulations que les pays vont mettre en place. Est-ce que ça va être une régulation mild, average ou strong? Voilà. Il y a des pays qui jouent avec leur propre bonheur en imposant des régulations qui sont extrêmement drastiques ou extrêmement déstabilisantes, je dirais, pour les investisseurs, et qui plus est, les changent régulièrement. Or, un investisseur, ce qu'il cherche, c'est un cadre périn et sustainable. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique a un problème majeur avec l'absence d'infrastructures majeures développées, des dorsales, des routes longues qui peuvent relier des parties entre elles. Donc il y a toute une partie supply chain qu'il va falloir utiliser. Voilà en gros ce que je voulais introduire pour le thème que les éminents panélistes vont développer. Merci Gaël. Je crois que ça marche. Ah si, ça marche. Merci beaucoup, Monsieur Mion. Alors, nous allons tout de suite démarrer avec notre premier point clé, c'est-à-dire les investisseurs, les acheteurs, la réglementation internationale. Quelles sont ces nouvelles attentes auxquelles on doit répondre? I'm going to start with you, Honourable Minister. Ghana is currently experiencing soaring inflation and high public debt relative to its GDP. Its focus right now may not necessarily be on green metals. Nevertheless, taking into account the country's rich mineral resources, endowment, its long tradition of mining, can we look at the longer-term view, and can you tell us what is Ghana doing to seize those opportunities of the green revolution? Thank you very much. Thank you very much. And let me thank you for the invitation. And the CEO Summit in Abidjan clearly is a very strong platform for us to be able to articulate the vision of our president and our government. On the contrary, we are very interested in these green metals. Sure. And there's a whole framework we are putting in place to develop them. But if you allow me, I mean, the question about inflation, if I would just make a quick point about that, I think it's a global phenomenon. The United Kingdom today is registering inflationary figure of 9% or so, which is the highest since 1982. The United States is registering 8.6%, which is the highest since 1981 or so, right, and so on and so forth. But Ghana has a very strong post-COVID and the current geopolitical impact recovery plan, yes, which is working. The green metals, the way we are dealing with them in Ghana is not fundamentally different from the paradigm, the new paradigm the president is brought into being in Ghana. So over the years, historically, we've been mining, as you've rightly pointed out, for almost a century now. And indeed, the framework within which we've been engaging our mining has been the same. Mine the resource and export it in its raw form. President Akufo-Addo came into office in 2017 and brought a whole new arrangement, which is anchored on 3 pillars. The first one is to create the conducive environment to attract investment into the country. And by so doing, really, is to put in place the proper governance, operational, and regulatory framework which will be attractive to investors. For want of time, I'll just mention the key characteristic of that pillar, which is that there must be certainty
So we in Ghana, in the mining industry, in the extractive industry, what we look out for is certainty, so that when investors come in, they know what the rules are. The rules don't get changed in the middle of the game. No nationalism. The concept of resource nationalism is alien to us. So a democratic country, as you know, rule of law is the norm, not the exception. An economy which is modern, and most importantly, that there is certainty. So if you are coming to invest $1 in Ghana, you know what the mining laws are, you know what the regulations are, there are stability agreements, development agreements, they are respected, the sanctity of contracts. So that's the first pillar. Then the second one is value addition. So value addition in terms of these new minerals we found, lithium and cobalt and the rest, is that as much as possible, we attract investors and investments into our country, but we do so on the basis that we plant the full value chain in our country. I mean, in the past, we've had a situation where just the lowest end of the value chain is planted in our country. So the president is insisting that whatever arrangements we make, whether it's lithium, whether it's manganese, whether it's gold, whether it's bauxite, whether it's iron and steel, we plant it in Ghana, and we've done a lot of work on that. And the third and final pillar on which these minerals are being developed is local content arrangement. So whatever mechanism we put in place in terms of the exploitation of our minerals, we want Ghanaians to also participate in it. So let me, in response to your question, is that we are very interested, and Ghana is discovered lithium in commercial quantities. Initial resource estimate shows that Ghana has lithium in commercial quantities. And Ghana is ready for business. The governance architecture is strong. We have a democratic country. The framework for regulating our mining industry is cast in iron, is certain. And by all means, whatever arrangements we make, value addition in the country as well as local participation is fundamental and key. Thank you. Well, thank you, Minister. Please give the Minister a round of applause. Thank you very much for this comprehensive presentation of the mining sectors and the 3 key pillars, which I'm sure the investors in this room have well registered. Madame Zinet, je continue avec vous. Vous travaillez au sein du groupe Managem depuis 22 ans. Vous en avez assuré la direction financière et stratégique. Vous en avez une connaissance intime. Parlez-nous, s'il vous plaît, de la vision de Managem et comment le groupe a finalement anticipé de longue date cette fameuse transition énergétique avec ces nouvelles attentes des acheteurs, des investisseurs, notamment, évidemment, bien sûr, en matière de métaux verts, mais aussi en matière de réglementation internationale et de respect de la RSE. Merci pour l'invitation. Il est très ravi d'être ici. En tout cas, on est chez nous en tant que pays africain. Voilà, donc notre groupe, il a plus de 90 ans d'existence. Donc cette longévité, on la doit au fait qu'on est complètement intégré depuis l'exploration jusqu'aux opérations, jusqu'à la commercialisation. Ça, c'est vraiment grâce à des ressources humaines qualifiées qui ont pu designer in-house et construit par nos propres équipes plus d'une cinquantaine de projets industriels sur 7 pays africains. On compte plus de 6000 collaborateurs, dont plus de 12 nationalités purement africaines. Aussi, on doit notre longévité au fait qu'on a su anticiper à chaque fois tous les challenges qu'a connus le monde durant ces dernières années. Je prends un exemple, les 2 dernières décennies, Managem a mis en œuvre une vision, mais vraiment durable, qui se fixe comme objectif d'impacter positivement son environnement. Et concrètement, ça à travers donc là, sa filiale Reminex, qui a plus de 40 ans d'existence, et qui s'est toujours appuyé sur d'abord le développement de procédés innovants et l'utilisation des dernières technologies pour transformer notre groupe d'un opérateur minier vers un business model durable. Et ça, de manière concrète, en s'appuyant sur 3 concepts, rethink, reuse ou recycle et reduce.
C'est-à-dire, rethink, c'est en repensant notre manière de miner ou d'opérer, en intégrant tous ces nouveaux challenges de climate change dans toutes les phases, et surtout les premières phases de développement de nos projets, depuis le design, le développement jusqu'à la réhabilitation de nos sites miniers. En réduisant, ça c'est en optimisant les ressources qu'en utilisant, et surtout l'eau qu'en utilisant dans nos sites d'exploitation, et en boostant tout ce qui est efficacité énergétique. Est-ce que vous pouvez nous parler effectivement notamment de votre filière cobalt qui me paraît passionnante et sur le fait que 50% de la production provient du retraitement des déchets? Alors justement, j'y venais, c'est Très le troisième concept, c'est recycle, on a mis le recyclage au centre au cœur de nos activités. Et je peux vous donner des chiffres concrets, hein. Donc 80% déjà de nos produits, ils sont utiles à la transition énergétique, dont le cobalt. Justement, on a pris ce challenge il y a plus de 90 ans d'existence. Notre mine, elle a démarré en 1929. Et je rejoins ce qui a été dit par notre ministre. Ce qui fait la durée de vie d'une mine, c'est pas uniquement les réserves, parce que les réserves, ils sont épuisables. Ce qui fait vraiment la durée de vie, c'est le fait qu'on est capable, grâce à tout le programme de R&D et d'innovation, de s'intégrer sur la chaîne de valeur. Cette mine, comme exemple, la mine de Bouézer, de cobalt, à chaque fois, on produisait que du concentré de cobalt avec de l'arsenic. Et à chaque fois que les Chinois en voulaient, donc là, on continue. Le jour où on ne voulait pas, donc elle fermait. Ce qu'on a fait, et grâce aux efforts de R&D, on a développé notre propre brevet, notre propre procédé de production de cathodes de cobalt qui nous a permis justement d'assurer cette longévité. Et on est allé plus loin, c'est que 50% de production de cette mine, il provient du recyclage des anciens rejets et des rejets historiques de cette mine. Et pour nous, c'est un indicateur vraiment très important. Voilà, on prend un petit peu de temps, mais je pense que c'est intéressant, c'est passionnant même de bien poser les bases sur cette mine. C'est une rare mine de cobalt primaire et donc un procédé de traitement tout à fait exceptionnel. Alors j'enchaîne avec Monsieur Traoré. Monsieur Traoré, vous dirigez depuis 2017 la compagnie des bauxites de Guinée, le producteur donc historique du minerai qui sert à faire de l'aluminium. Hein. En quoi est-ce que ce métal est stratégique pour la transition énergétique? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années pour la CBG en matière d'exigence des acheteurs, des investisseurs? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'aluminium, Stewardship Initiative, s'il vous plaît? Okay. Merci Gaëlle. Bonjour à mes copanélistes et bonjour à l'audience. Effectivement, j'ai l'honneur et le privilège de diriger la compagnie des bauxites de Guinée depuis 2017, une compagnie semi-centenaire maintenant, qui a commencé ses opérations en 1973 et qui à date a exporté plus de 500 millions de tonnes de bauxite. Pour parler de la bauxite, effectivement, la bauxite, c'est la matière première qui, in fine, sert à fabriquer l'aluminium, les procédés étant l'extraction de la bauxite à la mine, la raffinerie pour raffiner la bauxite en alumine, et puis une fonderie pour transformer l'alumine en aluminium. Même si Christian n'en a pas trop parlé dans sa présentation, effectivement, l'aluminium reste un métal vert. Pour plusieurs raisons, l'aluminium est indéfiniment recyclable à 100%. Ça, c'est la première raison. La seconde raison est que quand on parle aujourd'hui de transition énergétique, on parle plutôt de décarbonisation, dont on sait que les deux activités principales qui sont les plus grands contributeurs à l'effet de greenhouse effect, c'est la consommation d'énergie et le transport. Donc, toutes les solutions innovantes en termes de développement d'énergie renouvelable, l'aluminium intervient dans ces solutions. On pense par exemple aux batteries pour les véhicules électriques, on parle de panneaux photovoltaïques pour l'énergie solaire, de panneaux aussi pour l'éolien. Aussi, on parle de piles qui sont utilisées par le nouveau processus, la production à partir de l'hydrogène. Donc, ça, c'est pour la production de nouvelles sources d'énergie renouvelables.
Le deuxième contributeur, en parlant de mobilité ici, de transport aérien, l'aluminium. L'avantage de l'aluminium, c'est que c'est un matériau très léger, en même temps très résistant, ce qui fait que l'aluminium contribue premièrement à l'allègement des véhicules et puis des avions aussi. Rappelez-vous de l'innovation il y a encore une dizaine d'années du Dreamliner avec le Boeing 787, avec l'alliage innovant composite avec l'aluminium qui a complètement réduit la consommation. Ça, c'est grâce à l'aluminium. Aujourd'hui, afin de pouvoir développer les voitures électriques aussi, avec les batteries, il ne faut pas que les véhicules soient trop lourds, on utilise de l'aluminium dans les alliages. Et c'est la même chose aussi, même si on veut réduire l'utilisation du carburant fossile, il faut alléger le poids des véhicules. Là aussi intervient l'aluminium. Absolument, ça se fait par étapes. Donc on va accélérer un petit peu parce que comme on dit en anglais, time flies. I'm turning to you now, Mr. Streeton. How is Eramet seizing the opportunities of this green minerals transition on the continent? Your group recently refocused on mining and metals. It sold off some activities. Is that to respond to new investors' expectations? Are you seeing new buyers' requirements emerging on the ESG front? Thank you, Gail, for the question, and thank you for the invitation to be here, and good afternoon to my fellow panellists, the Honourable Minister and the audience. Yes, absolutely. So Eramet has a very long-standing mining history, but we've also a very long-standing metal and downstream processing history. But over the last few years, we have been progressively refocusing our portfolio on our core mining and primary metal conversion business. We feel that's the sector where we can add the most value for our shareholders. So to that end, we have been selling and divesting areas of our portfolio in that more downstream area. Our upstream mining business today is heavily focused around the commodities needed to support industrial growth globally. So our manganese business is a very important contributor to this global steel industry from Gabon, and likewise our mineral sands business in Senegal. And then we are also reshaping and investing in our battery metals portfolio, refocusing our nickel industry in Indonesia and proposing investments there to produce battery precursor materials for nickel and cobalt. And we're also currently building our first lithium operation in Argentina. So for us, we are absolutely seeing a shift in expectations. We're seeing a shift in expectations from our shareholders around our portfolio, to which we've responded, but we're also increasingly seeing a shift in expectations from the consumers of our products. And to the point now where we are seeing growing demands, particularly starting with the battery sector, for a lot more transparency and confidence around the product history of our products, the carbon emissions associated with the mining and processing of the minerals, the corporate and social responsibility aspects of environmental permitting, of human rights, of water usage, of biodiversity. And I can actually see a rapidly emerging situation where when consumers buy finished products, they will actually see on the label of those products information about the history of the various minerals and metals that have gone into the manufacture of that product and the carbon emissions there. We're also seeing a lot of expectation around being able to demonstrate transparently the way in which we produce is consistent with those global expectations I referred to. The International Regulatory Mining Alliance is looking at a standard framework which gives end users of our products confidence in them, and we are participating across our portfolio to in that framework to demonstrate an ability to give that confidence to our customers. Okay, thank you. Just moving on very fast. Monsieur Bourdeau, alors, vous chapeautez la zone Afrique et Moyen-Orient de Veolia, qui n'est pas une entreprise minière, mais dont les trois métiers, l'eau, l'énergie et les déchets, sont au centre de l'activité extractive. Et en tant que prestataire d'opérateurs miniers, vous voyez justement la filière évoluer autour de nouvelles exigences de respect de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage, effectivement, sur ces nouvelles opportunités pour Veolia ? Alors, merci de m'accueillir et merci à tous mes copanélistes. Effectivement, alors, chez Veolia, on ne parle pas uniquement de transformation, on parle de transformation écologique.
on ne s'intéresse pas uniquement à l'énergie. Alors dans l'industrie minière, nos expériences, elles sont à plusieurs niveaux. Elles sont, comme l'ont dit un certain nombre de panélistes et notre expert, l'industrie utilise de l'eau et elle produit des déchets. On utilise de l'arsenic, on utilise, on va dire, quelques outils qui permettent d'extraire et qui produisent des résidus. Et dans des pays sur lesquels on a une ressource en eau extrêmement limitée, les industriels miniers ont souvent déjà une longueur d'avance en matière de ZLD, Zero Liquid Discharge. Donc pour recycler l'eau, parce qu'il y a une pénurie. Et donc on concentre du hazardous waste, des déchets dangereux qu'il faut éliminer, parce que, vous l'avez dit, Monsieur Mion, les populations locales n'acceptent pas ce qui a pu se faire dans certains endroits. C'est-à-dire qu'on fait un trou, on met dedans, et puis on contamine les nappes phréatiques, on contamine les rivières, et on détruit, entre guillemets, toute vie possible pour des dizaines ou des centaines d'années. Et puis dans des pays où il n'y a pas de contraintes en matière hydrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'aller vers le Zero Liquid Discharge, on a quand même des rejets liquides et il faut les traiter. Il faut enlever l'arsenic, il faut enlever tout un tas le cyanure, certains sous-matériaux ou sous-produits de l'extraction minière. Et donc c'est là qu'interviennent des groupes comme le nôtre. Sur un business qui est drivé essentiellement aussi par les réglementations. Tous les pays, on a parlé des 54 pays d'Afrique, tous les pays n'ont pas le même niveau de réglementation. Et quand on a une réglementation, encore faut-il l'appliquer. Et je voudrais dire, Votre Excellence, Monsieur le Ministre, nous travaillons au Ghana sur des mines d'or. Vous avez une réglementation qui est de très haut niveau, protectrice de l'environnement et des populations, et en plus vous l'appliquez et vous la faites respecter. Et on parlera effectivement de ce point un petit peu plus tard. Alors rapidement, parce qu'on est en retard sur notre timing, we're going to talk about our second key point now, Honourable Minister. Poor governance, does an efficient green mineral value chain hinge on government mining administrations? So on the ESG front, Ghana is indeed an old mining jurisdiction. It has a long experience of dealing with extractive industries. How does the mining administration make sure today that operators implement green value chains? Tell us about environmental and social regulations in the sector which ensure international regulations are respected. All right, thank you very much, Madam Moderator. I see that time has suddenly become your enemy. So I'll just now have only 1 minute. I'll give a few highlights. First of all, resolving the conundrum between the extractive industry and protecting the environment is historical and is one which is global. There's no two ways about whether the petrochemical and the mining industry, striking that balance between exploiting the mineral or the resource and protecting the environment is always a difficult one. Number two, Africa certainly must exploit these resources. There's no two ways about that. The other developed countries have exploited resources to get to where they are, even exploited coal. So we have to exploit our resources too. But that said, we must do so cleverly. And to do so cleverly, what are we doing in Ghana? In Ghana, the environmental social governance standards are some of the highest you can find anywhere in the world. We, for instance, in the mining sector, we are insisting, for instance, on concurrent reclamation and revegetation. We're doing so. Ghana is a leading member of the Extractive Industry Transparency Initiative. So are we of the African Mine Vision. And indeed, all the aspects of our exploitation of our natural resources, whether it's bauxite, for instance, we have a big corporation, the Ghana Integrated Aluminium Development Corporation, which has a green department. And we'll talk about that so at the end. we are exploiting the resources. There's no two ways about that. But we exploit them in a manner which protects the environment. We say green metals. How will it sound? It will be a contradiction if we were to pursue lithium, which is a green metal, at the same time, in exploiting them, we also destroy the environment. So we want to strike the balance and strike it carefully so that we exploit the minerals as well as protect the environment. Thank you. Thank you very much. Madame Zinet, est-ce que vous pouvez nous parler de la chaîne de valeur chez Managem et comment effectivement, comme vous l'avez dit en guise d'introduction, le groupe a fait le choix d'intégrer totalement la filière de la recherche et le développement à la transformation métallurgique sur le sol marocain et ailleurs? Alors, pour commencer, je peux dire que le programme de R&D,
on a fait le choix de l'axer sur 2 axes importants. Le premier, c'est la transformation de notre footprint, ça c'était clair. Et puis le deuxième, c'est de réinventer toute la chaîne de valeur, justement, tout en impliquant, et là aussi c'était la nouveauté dans le cadre de ces changements et la réglementation dont on vient de parler, d'intégrer vraiment tous nos stakeholders dans la maximisation de la valeur ajoutée sur toute la chaîne de valeur, mais au profit des populations et des countries, c'est-à-dire des pays là où on opère. Donc concrètement, notre centre de recherche où les chercheurs de Reminex ont développé plus d'une vingtaine de procédés innovants, dont 9 sont vraiment brevetés et qui nous ont permis d'intégrer justement sur toute, c'est-à-dire la chaîne de valeur. Je prends celle du cobalt, par exemple. Là, on a développé il y a plus de 20 ans une activité d'hydrométallurgie qui représente à peu près 35% de notre business, en plus du downstream development de la chaîne de cobalt et qui nous a permis justement de s'intégrer dans ce métal qui est vraiment critique pour la transition énergétique. Et pour ça, on est allé un peu plus loin, justement dans la chaîne de valeur, en produisant, là on vient de le faire dans le cadre de la R&D, en produisant d'autres métaux, vraiment cathodes, materials, qui sont nécessaires aux batteries, mais avec des approches beaucoup plus innovantes qui améliorent toutes les caractéristiques électromécaniques et de sécurité. Et là aussi, pour nous, c'était vraiment très stratégique parce que c'est cette implication et c'est ce lien avec tous les pays là où on opère, et je ne sais pas si vous voulez qu'on donne des exemples. On n'a pas le temps malheureusement, mais moi je trouve ça passionnant et tout ça se passe sur le sol africain. Voilà, on a des unités hydrométallurgiques. Alors rapidement, Monsieur Traoré, est-ce que vous pouvez nous parler à votre tour de la chaîne de valeur de la CBG? Comment vous utilisez le rail pour sortir votre minerai et comment aussi ce rail est mutualisé, notamment avec l'ANAIM, l'agence de gestion des infrastructures guinéennes, qui permet à d'autres opérateurs de travailler sur ce même corridor ferroviaire. Voilà. Merci. Effectivement, je parlais des étapes de notre processus de production. C'est effectivement extraction de la bauxite à la mine, transport ferroviaire pour amener le minerai à l'usine de traitement à Kamsar et puis le chargement des navires. Effectivement, en 2015, on a signé un accord de mutualisation qui était une innovation parce qu'on se rendait compte, le pays se rendait compte que l'infrastructure, le coût des infrastructures était un gros frein au développement de nouveaux projets miniers, surtout principalement chemin de fer. Donc, sous l'égide de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières qui appartient à l'État, qui est le propriétaire du chemin de fer historique qui est utilisé par la CBG, nous avons signé un accord de mutualisation avec 2 nouveaux utilisateurs qui étaient des nouveaux projets, à savoir GAC et COBAD. Voilà, COBAD pour une filiale de Russar, GAC une filiale de Global Alumina des Émiratis. Et ce projet-là qui était innovant aujourd'hui, on est très fiers, en tout cas la CBG, en tant que patrimoine national et la plus guinéenne des compagnies minières, parce que l'État y détient 49%, d'avoir joué un rôle majeur dans la mise en place et l'opérationnalisation de cette mutualisation qui fait qu'aujourd'hui, qui a permis à ces 2 sociétés-là de commencer leur production en avance et de façon beaucoup plus efficiente. Effectivement, pour ce qui est l'innovation qu'on a introduite dans nos méthodes de chargement, avec l'envolée du cours du fret ces dernières années, et puis effectivement la présence de concurrents, il était important pour nous de maintenir la compétitivité de notre produit. Alors qu'il n'y a pas la meilleure façon de maintenir la compétitivité, casser le prix de fret, c'est utiliser des gros chargeurs, les navires qu'on appelle les capsize. Les capsize. Ouais. Mais malheureusement, il n'y a aucun port minéralier en Guinée qui peut prendre les capsize. Donc l'innovation a consisté à utiliser les Panamax, les bateaux de 60 à 70 000 tonnes qui accostent à notre quai à faire le taxi entre les capsize en haute mer et le cœur minéralier. Donc effectivement, ça c'est 2 innovations qui ont permis de faire avancer les choses. De faire baisser encore votre prix et de faire avancer les choses. Absolument. J'enchaîne. I'm turning to you, Mr. Streeton. Tell us about Eramet's value chain experience in Gabon.
I want you to talk to me about how you're resettling communities as well in Senegal with regards to your mineral sands operation. And I also want you to talk very briefly to us today about how you're collaborating with the Minister of Mines of Dakar to talk about the regulatory framework to use renewable energy. Thank you. Sure, a bit of ground to cover there. I'll try to be rapid. So I think in evaluating Gabon, I think this is a very practical example of what the Minister spoke to before. So in Gabon, our primary business is mining manganese ore, and we export ore from Gabon, but we have also invested in downstream processing, an intermediate step of producing sinter ore, which is partially converted ore, which again we can export to the global manganese alloys industry. But we've also then gone a further step and invested in a manganese alloys plant that produces silica manganese alloy, which is the primary product that a steelmaker would use wherever they are to add to their steel mix. That is a challenging process. To invest in heavy industry in a country that hasn't traditionally hosted heavy industry is a challenging process. You have to also co-invest in education to create the workforce, energy and security of energy, security of the infrastructure and supply chain as well. All adds complexity to that situation, and at the same time you're having to try and create a industrial supply chain that is going to compete globally and be sustainable for decades. And so that is a practical example where we have done it, but it certainly is a very challenging exercise to complete and requires great certainty of investment condition and a willingness to look through into a long-term investment. In Senegal, our mineral sands operation there does impact communities. We're mining through shallow mining of sands that contain titanium minerals. And the region in which we mine does have communities that live above and on what is essentially our ore body. And unlike mining operations in many sort of traditional Western mining environments where the mining operation is generally sort of kept separate from local community, in Senegal, yeah, absolutely, we have to manage an issue of interaction. We've put in place a program there that sees us relocate the communities that are impacted by our operations, but with the very firm goal of ensuring that they're relocated to better living and community facilities than existed previously, with access to superior opportunities for them to pursue their own industrial and agricultural development, and then we rehabilitate and return those areas back to community control after we pass through. So that's again an example. It's an directly impacting people's lives with your mining operation is a very challenging situation, and you have to handle it extremely seriously. You have to be very mindful of both local community expectations and international expectations in that process. But it's actually for the better for the communities. Absolutely. They actually see their conditions, living conditions improving. Yes. And then, sorry, to your last question around. Very quickly. So one of the significant issues with green metals is it's not only the metals themselves being needed for global electrification, but it's also how those metals are produced. And I spoke earlier of the carbon intensity. So an example is our operation in Senegal, where we're seeking to install renewable energy that would enable us to be powering our mining operation from renewable source. And in that instance, we've had to work with local government and the Senegalese administration to design the regulatory framework in a country where traditionally the electricity industry is a centrally delivered service from non-renewable fossil sources. And yet we're now seeking to put in place a bespoke energy solution that would feed directly to our project. And that required a regulatory solution. And I think it's an example there where governments need to understand where are the areas they need to modify their frameworks to participate in enabling the facilitation of mining development in a manner that reduces emissions in that instance, or in a manner that improves environmental and social outcomes. And improves, of course, your working conditions. That's great, thank you. Monsieur Bourdeau, donc, vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Effectivement, au niveau des ministères des Mines africains, de nouvelles réglementations entrent en vigueur. Quel impact immédiat sur la chaîne de valeur? Très brièvement, s'il vous plaît. Alors l'impact sur la chaîne de valeur, je vous l'ai dit, il est dans les trois métiers de Veolia. Il est dans l'eau, il est dans les déchets, il est dans l'énergie.
Dans l'eau, le recyclage, éviter de polluer les nappes phréatiques, de polluer les rivières. Dans les déchets, c'est la même chose. Dans les déchets solides, c'est la même chose avec parfois du recyclage, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure, puisque ressourcer le monde, qui est la devise et la raison d'être de Veolia, ressourcer le monde, c'est aussi éviter d'en consommer des ressources inutiles. Et puis l'énergie aussi, puisque efficacité énergétique, ça veut dire on consomme moins, 20-30%, et puis ou trouver une source alternative, c'est-à-dire au lieu d'avoir du gaz ou du pétrole, on fait de la biomasse ou on utilise des énergies renouvelables. Alors, très rapidement, vous avez un super exemple dont j'aimerais bien que vous nous parliez aujourd'hui, c'est votre collaboration avec Renault, à la fois justement dans l'eau et dans l'énergie, très rapidement. Alors, depuis 2012, effectivement, nous opérons au Maroc, à Tanger, l'une des plus grosses usines Renault de construction de véhicules. C'est une usine qui est zéro carbone. Zéro carbone parce que toute l'eau est recyclée. On est vraiment dans l'application du ZLD, Zero Liquid Discharge. Et puis, toute l'énergie du site, elle est produite à partir de grignons d'olive. Une conversion remarquable d'une chaudière à gaz ou à pétrole qui est passée en carburant les grignons d'olive. Les grignons d'olive, en fait, c'est les noyaux d'olive. Quand on a pressé les olives pour en extraire l'huile, il reste le noyau. Et on le brûle. C'est un pouvoir calorifique énorme. Ce qui fait qu'on a une usine unique au monde, zéro carbone, zéro rejet. C'est super. Je pense que c'est un... Bon, voilà. Et qui est transposable dans l'industrie de mining. On a un projet en Côte d'Ivoire avec de la biomasse également de fèves de cacao. Voilà. Et voilà, et ça, c'est pas effectivement juste sur les grignons d'olive, hein, ça peut être n'importe quel gisement de biomasse, donc je trouve que ça fait réfléchir. Alors, il nous reste, combien il nous reste de temps ? 13 minutes, voilà, merci, ma montre ne s'affiche plus. On arrive au troisième key point de ce panel, qui est donc le raffinage, voire la fabrication de batteries. Quelle méthode pour lever les freins de l'industrialisation locale donc sur le continent? Honorable Minister, I'm turning back to you. Can you tell us about mining beneficiation in Ghana? I want to talk to you about the Volta Aluminium Company experience. It is now, I believe, under full governmental control. The energy issues to sustain it. What lessons have been learned? And can you also tell us about the Integrated Aluminium Industry Initiative? So, first of all, I think that the story of Valco is a very important question that you've asked. The story of Valco goes to the heart of our participation in this discussion, and it also tells a story that I sought to tell at the beginning. What is that story? So you had Valco, which is a smelter, the second biggest smelter in Africa, which was built in 1962, and the idea was to build an integrated aluminum industry in Ghana as far back as 1962. But you had a mining operation, a bauxite mining operation in Ghana, and then you did not have a refinery. The refinery was somewhere in Jamaica. And therefore, you had a situation where the bauxite is mined in Ghana. The bauxite, the raw material, is exported out of Ghana. It is refined into alumina. And then alumina is then imported into Ghana for Valco to smelt. I mean, it just didn't make sense. Kaiser was involved in that 90s. So it didn't work, which is why the president has brought a new paradigm, which is why today the question you asked about integrated aluminum industry is such that we are insisting, not by policy, but by legislation, by an act of parliament, that exploration, prospecting, mining, refining, smelting, the downstream industry, all of it should be in Ghana. And that is why Valco today, we are out there on a roadshow to secure a strategic partner to revamp Valco, to build the capacity of Valco. And as we speak today, all the mining operations we have in Ghana, we have about 4 or so of them, Yinahini, Awaso, Chebi, and the rest. We are insisting on refineries, and the business proposals are including the refineries in whatever operations they are going to unleash, so that we will have the mining taking place, we'll have the refinery taking place in Ghana, we'll have the smelting taking place in Ghana. And so we are having to create the conducive environment to attract
the needed capital and investment in Ghana, because this requires a lot of investment. And that's why all the various components of the machine we are putting in place in Ghana, which will make Ghana the number one investment destination in Africa when it comes to mining, is put in place in Ghana to attract the needed investment, but attracted within the framework or the context or the pillars of this retention of the full value chain in Ghana. So yes, the question and the answer to the question is that VALCO did not work because at the time in 1962, we did not get this clever equation of ensuring that all the components of the value chain are planted in Ghana. The key part of the value chain, which is the refinery, was missing, was outside, and which then got us to be importing alumina into Ghana. And that's the dramatic paradigm shift we have in Ghana today. Thank you. Alors, les organisateurs me disent qu'il nous reste très peu de temps. En plus, on a une VIP royale qui arrive ensuite dans cette pièce. Alors, je vous donne littéralement 30 secondes chacun des panélistes restants. Madame Zinet, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement comment, au sein de Managem, un actionnaire unique fort permet une vision long-termiste et non centrée sur l'obtention d'une profitabilité immédiate, qui est bien trop souvent l'écueil des industriels des mines? Je peux la résumer rapidement. Dans le nom que porte notre actionnaire majoritaire, c'est le groupe Almeda Positive Impact. Il le porte bien parce qu'il a donné cette instruction à toutes ses participations, c'est-à-dire d'investir dans des projets qui impactent positivement leur environnement, et ça, il le définit clairement. Et la preuve, c'est que quand on voit notre cobalt, c'est un vrai métal vert qui est certifié par tous les organismes, que ce soit le RMI, le Research Mineral Initiatives, qu'il a inscrit comme un métal vert, ou aussi qui a fait que notre société, il fait partie du EBI, qui est le European Battery Alliance, qui justement définit toutes les sociétés qui sont aptes justement à faire partie de ce corps solide et durable des industries de batteries. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, c'est grâce à cette stratégie que nous avons concrétisé sur le terrain, que justement que nous avons pu signer dernièrement des accords importants avec c'est-à-dire avec des constructeurs d'automobiles de renommée. Renault, BMW. Aussi, grâce rapidement à cette nouvelle stratégie, on a pu construire la première mine d'or au Gabon qui n'utilise pas du cyanure. C'est grâce à tout ce programme de R&D sur lequel on s'est investi et que notre groupe nous a poussé à investir pour avoir un procédé innovant, économique. On ne cherche pas des rentabilités importantes, mais qui arriveront justement à valoriser cette ressource d'or au niveau de ce pays. Super, merci. Alors, Monsieur Traoré, 30 secondes littéralement. Je voudrais que vous nous parliez des fameuses raffineries d'alumine dont on parle depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années en Guinée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces projets sont réalistes? Quels sont les obstacles? Très rapidement. Alors, c'est vraiment un sujet d'actualité, comme vous avez dû l'apprendre. Le gouvernement actuellement met beaucoup de pression pour qu'il y ait des raffineries en Guinée. Moi, je ne parlerai pas d'obstacles, je parlerai plutôt de défis. Pourquoi je parle de défis? Parce qu'il n'y a pas de contradiction aujourd'hui entre la volonté des sociétés minières de s'acquitter de leurs obligations en termes de raffinerie, leurs obligations conventionnelles, et la volonté politique de l'État de voir les raffineries en Guinée, ce qui est tout à fait légitime. Le plus important, c'est qu'on soit conscient que c'est des projets, comme M. le ministre l'a dit, qui sont capitalistes, qui sont compliqués à mettre en œuvre, surtout si on doit faire l'arbitrage, respect de l'environnement et le développement. Donc, d'où la raison, la nécessité que toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table pour travailler, pour relever ce défi. Mais vraiment, ce n'est pas un obstacle. Moi, j'ai la conviction et je suis confiant que la Guinée verra des raffineries les prochaines années. Super, merci. Mr. Streeton, very quickly, can you tell us about the local value addition Eramet is bringing to Gabon? You mentioned already the alloys plant, the medification plant. Can you tell us the lessons learned very rapidly? Look,
The lessons learned there are several factors that need to come together. You can't build these plants in isolation of the social supports they need to operate. So we've needed to partner with local higher education universities to develop and train the engineers. We bring the engineers to our operations. We also bring them to some of our European smelters so that they can gain access to experience from our operations that have many decades of history to learn from. We need to develop the logistics chain to support this type of operation. The more products you produce, the more complex your logistics chain requirements become. You're needing to bring in and out of your operations more and more materials to support. So it sort of gradually almost snowballs the degree of complexity and investment required. Finally, I think, and this is in today's environment, absolutely critical, is the investments in energy infrastructure to support. Processing metals is energy intensive. Increasingly, to be globally competitive, you have to be able to demonstrate lower carbon emissions associated with the energy input. So in the case of Gabon, investments in hydroelectrical generation. I spoke earlier in Senegal, investments in solar, renewable energy, but you're needing to really consider your full value chain into your operation and ensuring that it's going to be globally competitive from a cost perspective, from an emissions perspective, and from a social license perspective. Thank you for being so concise and quick. Monsieur Bourdeau, vous êtes le dernier. Sur ce dernier point du panel, qui est donc l'industrialisation, est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience de Veolia en matière de recyclage des batteries électriques? Voilà. Alors, comme l'a dit notre expert au début, la demande est immense et la ressource est finie. Elle est limitée. Et donc, on va multiplier par 10, je crois, le nombre de véhicules électriques d'ici 2030. Donc à un moment, on va avoir un problématique, un effet ciseau entre la demande et la capacité à fournir. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus vert que des métaux recyclés? Et nous avons ouvert cette année, enfin en 2021, il y a moins d'un an, en France, dans l'est de la France, la première usine de recyclage des batteries au monde, où nous recyclons 95% des métaux, du lithium, du cobalt, du nickel, du chrome, du zinc, qui sont dans les batteries, avec un industriel, Solvay, qui nous aide dans le process industriel de séparation chimique. Et puis, ces métaux, ils sont vendus à Renault, mais à Renault parce que le deal est avec Renault, pour construire des véhicules électriques et pour construire des batteries électriques. Donc voilà, l'avenir, c'est aussi de ressourcer le monde et de recycler. Voilà, et donc la réflexion ici, c'est aussi de se dire qu'en Afrique, il y a de formidables gisements finalement de batteries électriques à recycler. Donc peut-être pourquoi pas commencer avec une industrie du recyclage de la batterie électrique en Afrique. Alors, il nous reste 2 minutes. Et du coup, en fait, on devait avoir Marc Bristow sur ce panel, il n'a pas pu venir. Et on a fait un enregistrement donc, avec Monsieur Bristow en amont de ce panel. Et j'aimerais bien qu'on le diffuse tout de suite. Et ça sera notre conclusion de cette rencontre aujourd'hui. Voilà, donc je donne le top départ pour le... Okay, thank you, Mark, for joining us ahead of the Africa CEO Forum. So I'm going to ask you my first questions. Africa, like everybody else, is confronted and must stand up to world crisis. But like everybody else, it is finding itself right now at a unique crossroad in terms of the green metals transition and the exceptional minerals endowment of the continent. How do you think Africa is to seize that opportunity? So, morning, Gail, and I would point out that not only is Africa endowed with green transition metals, but it's endowed with a multitude of natural resources. The trouble is that these natural resources have either been neglected or exploited in an unoptimal way. That is, with very little benefit to the host country population. Again, with the projected mining boom, our continent is ill-equipped to derive maximum benefit. And what we need is to attract fixed foreign investment and develop and build out a strong public-private partnership.
to maximize the benefits of our natural resources endowment, we need to ensure our industries and businesses are part of a long-term public partnership plan, supported by investment in infrastructure. The continent boasts enormous solar, wind, and hydro potential, and not get caught up by just another opportunity. An example of this is the copper belt of the DRC, which has been exploited by both the mining companies and the governments of the past. This requires a proper long-term plan that drives the massive power potential and allows the resources to be optimally exploited instead of high grading we've seen driven by high costs and short-termism. And I might add that the copper belt, Barrick is actually interested now in copper. Can you elaborate a little bit on that? Sure, we see copper as a key strategic metal, and along with the risks that we see developing in South America, Africa is a lot more attractive to all mining companies today. And again, we need to work on it in a responsible way, in a true public-private partnership, as you know Barrick has done in Mali and DRC and more recently in Tanzania. What exactly do you think governments, and I'm thinking about the Congolese government, the Zambian governments, should they be putting together specific policies to attract those foreign investors you're talking about? Are they doing enough right now? What is your view on that? And yes, and my view is that, again, harnessing a new dynamic is not what is required. We've always had the potential. We've always been able to be competitive, but rather developing a long-term, sustainable, public-private partnership, as we at Barrick have done, as I pointed out, in those countries across the continent. I believe there are long-standing and strong relationships between the mining and other industries and host country governments across Africa. But what we need is more transparency and a longer-term vision to deliver real fixed foreign investment. And infrastructure development is key so that we can exploit our natural endowment, which has to include the continent's people. For me, short-termism has been the cancer of Africa. And we as a collective need to attract those long-term investments to be able to develop our continent. From the point of view of the green metals revolution, obviously mining companies, they're here to mine minerals today. But what is their role exactly from the point of view of infrastructures? I'm thinking of course the transport infrastructure, but also the larger infrastructure. Doing enough? Do you think this is the right paradigm to use to analyze the situation in Africa, or should we be using? Should we be adopting a different point of view for this industry on the continent? Infrastructure. Merci à tous.